Et si, pour percer les secrets de la vie, on ne se contentait pas de l'étudier, mais qu'on essayait de la construire nous-mêmes? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut s'arrêter sur cette phrase. Elle vient du fondateur du domaine, Christopher Langton, et en fait, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Pensez à cette question, une question qui a toujours fasciné les biologistes. Elle met le doigt sur un problème fondamental en sciences de la vie. Le problème, le voici. On n'a qu'un seul exemple de vie à étudier, la nôtre sur Terre. Tout ce qu'on sait de la biologie, ça vient de cette unique histoire. Du coup, c'est super difficile de savoir ce qui relève de lois universelles et ce qui n'est qu'un simple accident de parcours. En fait, cette situation nous place un peu dans la même position que la chimie il y a plusieurs siècles. À l'époque, la chimie se contentait d'analyser ce qu'elle trouvait dans la nature. Le vrai déclic, le bond de géant, ça a été quand elle a commencé à synthétiser ses propres molécules. C'est en passant de l'observation à la création qu'on a découvert les grandes lois de la matière. Eh bien, l'idée de la vie artificielle, c'est de faire exactement la même chose, mais pour la biologie. Et c'est pour relever ce défi qu'une toute nouvelle discipline a vu le jour, la vie artificielle. Son but n'est pas juste d'étudier la vie telle qu'on la connaît, mais d'explorer la vie telle qu'elle pourrait être. L'objectif, ce n'est donc pas juste de faire une copie de la biologie. Non, c'est bien plus ambitieux. C'est d'explorer tout le champ des possibles, tout le paysage de ce que la vie pourrait être. En gros, la mission, c'est ça. En construisant de nouvelles formes de vie, les chercheurs espèrent enfin débusquer les règles du jeu, les principes qui s'appliqueraient à toutes les biologies possibles et pas seulement à la nôtre. Bon, mais concrètement, comment on s'y prend pour créer de la vie? Il y a toute une panoplie d'outils et ils s'appliquent à des échelles très, très différentes. En fait, il y a 3 grandes approches, 3 manières principales de construire la vie. Ça va du microscopique jusqu'au numérique. On parle de wetware pour le biologique, de hardware pour la robotique et de software pour tout ce qui est informatique. Le wetware d'abord. Là, on est au niveau moléculaire. On va par exemple faire évoluer de nouvelles molécules directement dans une éprouvette. C'est une approche qui a permis d'apporter des preuves assez solides à certaines théories sur l'origine de la vie, comme la fameuse hypothèse du monde à ARN, qui postule que l'ARN, avant l'ADN, a été la molécule clé des toutes premières formes de vie. Ensuite, on a le hardware. Là, on passe à l'échelle de l'organisme. On construit des robots autonomes, qu'on appelle des mobots, qui doivent apprendre et s'adapter au monde réel. L'exemple parfait, c'est ce robot à 6 pattes, Gengis. Personne ne lui a appris à marcher. Non, sa démarche est apparue toute seule, comme ça, par l'interaction de comportements très simples, du genre « si cette patte est en l'air, avance l'autre ». Et enfin, le software. Là, on change complètement d'échelle, on est au niveau de la population. Les chercheurs simulent des écosystèmes entiers, peuplés d'organismes numériques, le tout à l'intérieur d'un ordinateur. Et ce qui est vraiment dingue avec ça, c'est que ça permet de voir l'évolution se dérouler sous nos yeux, à une vitesse folle. Et c'est là qu'on observe des choses vraiment surprenantes. Par exemple, une grande question, comment des comportements super complexes, comme la coopération, peuvent émerger à partir de règles toutes simples? Pour ça, la vie artificielle est un outil génial. On utilise souvent un cadre qui vient de la théorie des jeux, le fameux dilemme du prisonnier. L'idée, c'est que 2 joueurs ont un choix à faire, coopérer l'un avec l'autre ou se trahir. Alors, regardons ce tableau. Le dilemme, il est simple. Si les 2 coopèrent, ils s'en sortent bien tous les 2. Mais chacun est tenté de trahir l'autre pour empocher le gros lot, quitte à ce que l'autre n'ait rien. Le gros risque, évidemment, c'est que si les 2 se trahissent, ils finissent tous les 2 avec presque rien. Donc, collectivement, la coopération est la meilleure solution. Mais individuellement, c'est toujours risqué. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si on ne joue pas une seule fois, mais des dizaines, des centaines de fois? C'est là que tout change. Des stratégies comme le donnant-donnant apparaissent. Le principe est hyper simple. Au premier tour, on coopère. Ensuite, on se contente de copier ce que l'adversaire a fait au tour d'avant. Et cette stratégie, qui est à la fois gentille au départ mais qui ne se laisse pas faire, se révèle bien plus payante sur le long terme que l'égoïsme pur et dur. Et c'est ça qui est fascinant. Les chercheurs peuvent lancer une simulation avec des organismes numériques qui ont des stratégies complètement aléatoires au début et ils regardent, sur des milliers de générations, des stratégies de coopération super sophistiquées émerger et prendre le dessus. L'idée clé à retenir, c'est que la coopération n'a pas besoin d'être imposée. Elle peut naître et se développer d'elle-même, même dans un monde où, au départ, chacun ne pense qu'à son propre intérêt. Il faut bien comprendre que ces mondes virtuels, ce ne sont pas que des expériences amusantes. Ce sont des outils incroyablement puissants pour s'attaquer à des questions parmi les plus profondes et les plus difficiles de la biologie. Et pourquoi c'est si important? Parce que, pour la première fois, ces modèles nous donnent un laboratoire pour faire des expériences sur l'évolution elle-même. Des expériences qu'on peut répéter, contrôler, modifier, ce qui est impossible à faire dans le monde réel.
Grâce à ça, on commence à avoir un nouvel éclairage sur des mystères absolus. Comment la vie est-elle apparue? Pourquoi le sexe existe-t-il? Comment fonctionnent les écosystèmes? Et même, qu'est-ce que la conscience? C'est vertigineux. Mais évidemment, ce pouvoir de créer la vie, qu'elle soit numérique, robotique ou moléculaire, ça vient avec d'énormes responsabilités. D'ailleurs, les pionniers du domaine en étaient tout à fait conscients. Cette citation de Langton le montre bien. L'histoire de Frankenstein n'est plus de la science-fiction. On est sur le point d'être capable d'être faire ce que le docteur Frankenstein a fait. La grande question, c'est de savoir si on saura éviter son erreur. Parce que la morale de l'histoire, ce n'était pas le monstre, c'était le créateur qui a refusé d'assumer sa création. Et c'est ça, la question ultime que nous pose la vie artificielle. En devenant nous-mêmes créateurs de nouvelles formes de vie, quelle est notre responsabilité envers elle? C'est une question qui nous force à définir non seulement ce qu'est la vie, mais aussi le rôle qu'on veut jouer dans son avenir.